Bienvenue dans cette revue de presse du 11 au 15 octobre 2021, avec au programme cette semaine Emmanuel Macron qui pense la France de 2030, mais qui oublie celle de 2021. Un an après la décapitation de Samuel Paty, le relativisme gagne du terrain et la réponse à une question que vous posiez tous. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est vrai, c'est que c'était surprenant. Mardi, le chef de l'État a dessiné sa France de 2030. C'était une France industrielle, une France souveraine, une France avec une indépendance technologique, agricole et médicale. Ah oui, surprenant venant du secrétaire général de l'Élysée et du ministre de l'économie qui a laissé successivement se vendre à d'autres puissances étrangères des fleurons français, comme Alcatel, géant de la téléphonie aux Finlandais Nokia, on était en 2015, ou Alstom et Technip aux Américains, en 2015 également. Mais pas de quoi de s'emballer pour les échos du mercredi 13 octobre, qui rappellent que ce genre de discours et ce genre de plan, surtout de la part du président de la République, eh bien, c'est nouveau, mais pas complètement neuf. On se rappelle, écrit le quotidien, de ce grand plan d'investissement de 57 milliards lancé en 2017 et qui au final se sera perdu complètement dans les limbes de l'administration, et du grand plan de relance de 100 milliards en 2020. Puis, entre nous, qui est-ce que ça fait encore rêver, ce genre de discours, hormis quelques ministres ? Tenez, et même si on brassait un peu plus large avec cette question, qui a encore envie de rêver ? S'interroge Rémi Gaudot à la une de l'Opinion de ce mercredi. Ses prédécesseurs ont aussi succombé au charme des programmes gaulliens, à coups de milliards d'euros et d'envolées sur la souveraineté. Avec quel résultat, demande-t-il ? Eh bien, ces plans n'ont de facto pas stoppé le décrochage de la seule puissance du Conseil de sécurité à ne pas avoir trouvé de vaccin anti-Covid. Il conclut brutalement: de toute façon, sans la mobilisation des Français, la reconstruction est illusoire. Oui, elle est d'autant plus illusoire que quand la position du président de la République, elle est ambiguë. Et c'est ce que fait remarquer l'économiste François Gérolf dans un article de Mathias Thépaut à propos de la très timide conversion de Macron à l'industrie. Vous pouvez retrouver sur marianne.net. Emmanuel Macron, en réalité, ne tranche pas véritablement entre la souveraineté industrielle française et la souveraineté industrielle européenne. Or, si l'Europe est en réalité surindustrialisée par rapport au reste du monde, avec lequel elle a un surplus commercial, la France, elle, reste le pays d'Europe le plus désindustrialisé derrière la Grèce. Finalement, c'est encore un sentiment de décalage qui subsiste entre les réalités et les ambitions du président, et surtout un décalage entre la France du futur et l'état de la France au présent. Et c'est Le Monde qui rappelle cette chose à la une en ce lundi 11 octobre. Il met en une ce rapport qui alerte sur les 4 millions de nouveaux vulnérables qu'a créé la crise sanitaire. Le profil de ces derniers, à 74%, ce sont des jeunes actifs, travaillant plutôt dans le secteur privé, comme le commerce, l'hébergement-restauration, ou même dans des activités culturelles, ou même des services de ménage. Et là, on se dit, mais c'est impossible. Avec toute l'épargne actuelle, les 157 milliards épargnés par les Français durant la crise, c'est le chiffre que nous répètent tous les économistes, on se dit que c'est impossible. Et oui, mais nous rappelle Le Monde, c'est oublier que 70% de ce surplus a été accumulé par les 20% des ménages les plus aisés. Et que sur le thème de la pauvreté, précisément, la promesse du président d'éradiquer la pauvreté extrême en une génération, eh bien, le bilan est en demi-teinte, plus qu'en demi-teinte, rappelle La Croix ce jeudi, avec un chiffre que nous nous devons tous d'avoir en tête, surtout à l'approche d'une campagne présidentielle. Dans notre pays, en 2021, 9,2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, était décapité par un terroriste islamiste pour avoir montré des caricatures de Mahomet pendant son cours. Et un an plus tard, de nombreux journaux se penchent sur l'après Samuel Paty. Ce vendredi, Libération, en une, continuait. Le Figaro, la France, toujours sous le choc. Et Le Parisien, un an après, les profs qui ont peur et les profs qui résistent. Avec la description d'une classe méfiante, notamment dans Le Parisien, un article qui décrit des grattements de gorge, des regards entendus, des chuintements, tout un tas de petits signes insidieux qui, en classe, génèrent un climat de défiance. Mais l'article dont je voulais vous parler se trouve dans l'Union de Reims ce mercredi. Il donne la parole aux professeurs qui doivent gérer cet après et surtout le trouble que cela suscite chez certains où l'importance de la laïcité semble optionnelle. Amélie Hart-Hutas est professeure dans un collège en Côte d'Or et elle affirme qu'il faut, je cite, arrêter de mettre des valeurs de la République ou de la laïcité
Partout, dans la société et le monde politique, il y a des conceptions qui peuvent être divergentes de la laïcité et il ne faut pas non plus vouloir éteindre toute controverse comme si on ne devait apprendre que des vérités définitives à l'école. Une laïcité encore un peu plus problématique selon cette professeure puisque, je cite, « elle pointe du doigt certaines populations ». Nous y sommes. En réalité, la mort de Samuel Paty n'a rien changé pour les dubitatifs de la laïcité. Et en cas d'attaque terroriste visiblement contre un prof, être laïque apparaît comme une circonstance aggravante. Et ce relativisme est d'autant plus problématique que pour les élèves eux-mêmes, ils semblent être étrangers à cette notion et qu'ils ont visiblement abandonné cet esprit Charlie que l'on clamait haut et fort en 2015. Et c'est une analyse qu'on trouve dans votre numéro de Marianne cette semaine et qui sonde le regard des 18-30 ans sur la laïcité, sur la religion. Alors si on a l'habitude, c'est vrai, de voir une tradition de la laïcité qui diminue chez les plus jeunes, il est un peu plus inquiétant de constater un partage des motivations des terroristes, voire une absence de condamnation de leurs attaques. 22% pensent encore que Samuel Paty a eu tort de montrer les caricatures, car cela constituait une provocation inutile. 9% condamnent l'auteur des attentats, mais partagent ses motivations. Et le chiffre le plus étonnant, 5% ne condamnent pas l'auteur de l'attentat. Alors, que fait l'État dans ce cas précis? C'est ce que demande Marie-Estelle Pêche, qui est le chef du service société à Marianne, et qui, dans le dossier qui suit, s'interroge. Eh bien, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il avance lentement, car en 2019, raconte un témoin, il raconte avoir eu en main une plaquette concernant la formation des chefs d'établissement qui évoquait des professeurs parlant d'islamophobie d'État. Et oui, et il raconte également avoir été au courant et avoir été informé que des formateurs avaient été écartés, je cite, car considérés comme trop laïques ou trop républicains. Un an après, le pire ne semble pas avoir reculé. Bon, il y a un peu de légèreté quand même à présent pour conclure cette semaine, après cette revue de presse. Vous souhaitez acheter Marianne en kiosque ou dans votre tabac au coin de la rue. Seulement, il est tard. C'est la fin de semaine, vous venez de finir le travail à une heure trop tardive pour être évoqué. Et au moment où vous arrivez à acheter l'édition de la semaine et que vous rentrez dans votre voiture pour en feuilleter les premières pages, celle-ci ne démarre pas. Impossible de démarrer votre caisse. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez une dépanneuse qui ne sera pas là avant quelques heures. Et la seule lumière qui apparaît dans la nuit noire de cet automne un peu maussade, c'est cette enseigne jaunâtre au contour lumineux qui vous garantit que vous pouvez venir comme vous êtes, faible mais affamé, vous vous dirigez dans ce fast-food et au moment de vous venger sur votre plateau repas, il y a quand même un petit élément qui vous taraude. Est-ce bien raisonnable de se goinfrer de frites? Est-ce que ces frites sont si mauvaises que ça pour la santé? Eh bien, c'est la question à laquelle répond Serge Esbert, qui est un professeur de nutrition et qui est surtout le fondateur du Nutri-Score. Il répond dans Le Parisien ce mercredi 13. Étonnamment, non, elles ne sont pas si mauvaises que ça, ces frites. Elles sont classées B au Nutri-Score, parce qu'en réalité, ce ne sont que de vulgaires pommes de terre que l'on plonge dans l'huile. En revanche, ce qui les rend mauvaises, ce sont les sauces et la taille des portions. Tenez, 231 kilocalories pour la petite frite, 328 pour la moyenne et 434 kilocalories pour la grande frite. Et le principal problème vient surtout du sel que l'on rajoute dessus alors qu'elles sont déjà salées, ou même du ketchup qui, lui, seul le ketchup, classé Nutri-Score C. Et je ne vous parle même pas de la célèbre sauce pomme frite qui est classée D au Nutri-Score. Bon, je ne vous cache pas que d'habitude, dans les rangs de ce journal, nous sommes un peu intraitables avec les délinquants qui sévissent dans les marques de fast-food américaines. Mais si vous vous abonnez après cette revue de presse, promis, on fera en sorte d'être indulgent.